Voilà, je vous demande d'applaudir Monsieur Xavier Fontanet, que je vais installer à côté de moi. Voilà. Voilà, alors on essaie de démarrer à l'heure. Là, on est à peu près à l'heure. Prenez place, hein, prenez place. Disons que dès qu'on prononce le nom Xavier Fontanet, la salle est comble. Hein, mon cher ami Xavier. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, ou dit autrement, qui ont vu de la lumière, ils sont rentrés un peu ici par hasard. Moi, je m'appelle Patrick Abadi. Voilà, c'est marqué à l'intérieur. J'ai mis l'étiquette à l'intérieur pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Je suis fondateur du cabinet Delville Management, qui est un cabinet de management de transition, comme certains le savent peut-être. Comme je vous ai sous la main et en plus que j'ai le micro, je vais en profiter. Je vais faire un petit update, mais rapide, parce que je sais que vous n'êtes pas venu ce matin pour m'écouter, hein, et vous n'êtes pas levé aussi tôt un vendredi matin pour m'écouter, mais plutôt pour écouter notre ami Xavier. Donc, je vais faire bref. Delville Management, c'est 65 personnes aujourd'hui réparties dans plusieurs pays européens, réparties déjà en France, entre des bureaux qui sont parisiens à Lyon, à Lille, à Nantes, à Toulouse et à Strasbourg, un dernier né il y a un an environ. Et puis en Europe, quand vous aurez lu le livre de Xavier Fontanet, que vraiment il faut le lire, je l'ai lu vraiment et il faut le lire, vous verrez qu'il y a cette fameuse théorie, stratégie des nénuphars. Stratégie des nénuphars, hein, vous nous en direz un mot. Et alors, dans cette stratégie des nénuphars, on a suivi Xavier, bon, avant de lire le livre, mais je ne savais pas, mais ça s'appelle comme ça. Et donc, nous avons développé un bureau à Düsseldorf, qui marche pas mal, et un bureau à Milan également, avec nos amis italiens qui ont dû repartir, mais qui étaient avec nous hier soir. Bon, voilà un peu notre empreinte européenne. Je ne vous cache pas que nous réfléchissons à nous développer un peu plus en avant sur l'Europe, notamment via les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et un peu plus loin même en Europe, puisqu'on regarde d'assez près le Maroc. Voilà, bon, ça vous le dites surtout pas à nos concurrents. Merci. Je compte sur vous, hein. Ce qui est ici évidemment reste ici. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour 65 personnes représentent environ 245 missions qui auront démarré cette année. 245 missions, c'est une mission qui démarre chaque jour ouvré. Hein, donc c'est un directeur général qu'on implique en mission, durée moyenne des missions 8 mois environ. Directeur général, DRH, DAF, tous les membres COMEX, CODIR, N-1, COMEX, CODIR. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'il y a 3 semaines environ, on a enfin taper notre plafond de verre, dépasser notre plafond de verre qui était de 150 missions en cours. Et donc, il y a 3 semaines, on avait 151 missions en cours. Voilà, merci. Vous pouvez applaudir surtout l'équipe parce que c'est eux qui bossent là d'arrache-pied pour y arriver. Donc ça, c'était une bonne news quand même. Et puis peut-être une information, mais pas des moindres. D'ailleurs, comme il y a mon fonds d'investissement dans la salle, il va être content de l'apprendre. Il aura le reporting avant tout le monde. En mois d'octobre, nous avons signé 27 missions précisément, donc quand même plus d'une par jour, c'est pas mal, hein? Bon, alors 27 missions, mais ce qui est plus intéressant, c'est que le tarif moyen, donc nous on appelle ça des honoraires moyens, comme les médecins, honoraires moyens journaliers, la moyenne, hein, on est quasiment à 1700 € par jour. Et ça, je le dis, alors bon, pour un ancien du BCG, 1700 € au jour, bon, ça vous fait pas tiquer, c'était le prix du junior. Hein, mais pour nous, il y a des centimiers, hein, M. Fontanet à côté, donc voilà. Alors, bon, j'en ai à peu près fini, je crois hein, sur ce que je voulais dire sur Delville Management. Ici, c'est le club Delville, qui existe depuis la création du cabinet, c'est-à-dire il y a 15 ans, en 2010, qui compte 530 personnes, avec des membres associés, il y en a 1 million environ. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a certains de nos clients qui sont dans la salle, certains de nos prospects qui sont dans la salle, certains managers de transition qui sont dans la salle, et tout notre écosystème d'avocats, de coachs, etc., qui sont dans la salle. Voilà. Monsieur Fontanet, c'est un honneur de vous avoir avec nous. C'est un honneur. La dernière fois qu'on a autant rempli la salle, c'était Jean-Marc Chéry, le patron de ST Microélectronique. Hein, et on était en pleine crise des chips, des puces.
Donc, avec tout l'automobile français qui voulait savoir pourquoi ils n'avaient pas leur stock. Pourquoi leur chaîne de... Voilà. La fois suivante, c'était Luc Ferry. Ouais, on a eu du monde, mais jamais autant. Là, ce matin, c'était 270 inscrits. On est à guichet fermé depuis 2 semaines. Donc, là, les gens, ils vous adorent. Bon, moi, je fais la pub de votre livre. Là, et encore une fois, je dis, il faut le lire. Alors, Monsieur Fontanet, comme ça, j'ai 2-3 petites choses qui me reviennent en tête, notamment que, pour vous présenter, pour certains qui vous connaîtraient moins, il me semble que vous avez fait Ginette. Il me semble que de Ginette, vous avez fait l'école des ponts et chaussées, que vous avez fait un MIT aux États-Unis, qu'après quoi vous avez été recruté, histoire rocambolesque, par le BCG, qu'après cette année du BCG, si mes souvenirs sont bons, vous avez atterri chez Beneteau, une petite boîte à l'époque, on en reparlera. Et puis de Beneteau, Eurest. Eurest, c'était un peu les cantines du groupe Wagon-Lit, c'était le pôle cantine. Et puis de là, 5 ans plus tard, vous arrivez chez Essilor sur une histoire complètement rocambolesque, c'est là où vous faites recruter dans un avion. C'est ça. Bon, vous allez nous raconter tout ça. Et Essilor, vous y passez à peu près environ 19 ans. Voilà. Mais en tant que président, 3 ans de plus, à la fin. C'est ça, si je connais un peu votre bio. Et donc, depuis, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes passionné. Ah oui, et puis vous étiez en même temps administrateur de 2-3 groupes, Crédit Agricole, et voilà. Bon, ça, c'était pour vous occuper le dimanche. Et voilà. Et vous avez abandonné tout cela il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, et vous êtes consacré à ce que vous aimiez, qui était de transmettre, notamment de transmettre la vie économique, de transmettre la vie de l'entreprise, d'expliquer l'entreprise, d'expliquer la stratégie en entreprise. Vous avez monté une fondation, proche dans l'environnement, on peut dire, d'HEC d'ailleurs. Vous êtes prof à HEC, vous avez une chronique sur BFM Business, qui est tellement suivie, cette chronique, qu'on doit en être au 200e peut-être. Voilà. 350, me dit-on dans l'oreillette. Voilà, une demi-heure de... c'est ça, une chronique, une demi-heure, une émission, BFM Business. Vous tapez BFM Business, stratégie, Xavier Fontanet, vous tombez dessus. Tout est en replay, c'est des vrais cours de stratégie que les étudiants même regardent. Voilà, bon ça c'était pour votre bio. Je monte, je viens vous rejoindre. Merci beaucoup. J'ai une première question qui n'en est pas une. Vous connaissez les inconnus, forcément. Vous connaissez la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur. Non, alors je vous montrerai le sketch après, si vous n'avez pas la ref. Mais, Amici va me préparer le sketch. Moi, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre une bonne stratégie et une mauvaise stratégie. Alors, comme la question, elle est un peu biscornue, je vais vous la poser différemment. Quels sont les écueils à éviter pour éviter de faire des bêtises? Voilà. Bon, attendez alors. Ça marche comme ça. Bon, alors il y a tellement de choses, je vais y aller petit à petit. Alors peut-être je vais répondre tout de suite à votre question de façon légèrement différente. C'est qu'est-ce qu'est la différence entre la stratégie et le management? Alors, entre un bon management et un mauvais management, une marge d'entreprise va passer, disons, de 5 à 4 ou de 5 à 8. La stratégie, c'est ce qui explique pourquoi des gens font du 25% sur capitaux et il y en a qui perdent du 15% sur capitaux. C'est vraiment, qu'est-ce qui explique vraiment des différences fondamentales. Vous voyez, quand j'étais jeune consultant au BCG, alors il y a des mecs qui disaient, je ne veux pas dire de mal, je vais parler de vous allez, j'étais embauché donc par Bruce Anderson et l'équipe du BCG. BCG avait utilisé Paris pour attaquer l'Europe. Donc à l'époque, ils étaient 40. J'ai dû rentrer 38e, 39e. Vous voyez, et il y avait 4 personnes au bureau de Paris. Donc c'était une petite chose. Et on avait comme consultant, on va dire, Booz Allen, qui étaient des grosses entreprises. C'était une centaine. Et alors, nous, on était des blancs-becs, puisque je sortais du MIT, 25 ans, 28 ans. Et les gens disaient, qu'est-ce qu'est la différence entre Booz Allen et BCG? Alors, je disais, écoutez, si Booz Allen se plante et que vous suivez Booz Allen, ça foutra un peu de sous dans l'entreprise, mais ce n'est pas très grave. Si BCG se plante et que vous suivez BCG, vous allez en faillite. Et là, les gens me serraient la main en disant, allez, on travaille avec vous. C'était une façon d'expliquer la différence entre le management et la stratégie. Alors, peut-être le mieux, c'est que, pour vous dire ce qu'on a entre les mains, le livre que j'ai fait, comment est-ce qu'il est arrivé? Parce que quand j'ai pris ma retraite, en fait, il y avait 2 pays qui me proposaient. Singapour me proposait de devenir singapourien et de rentrer au conseil d'administration de GIC. Je ne sais pas si vous savez qui est GIC, c'est le plus gros fonds
le plus gros fonds du monde, 850 milliards de valeur, et c'est là-dessus qu'assisent les retraites de tous les Singapouriens. Donc, c'est un grand honneur. Et au même moment, les Suisses me proposaient de devenir Suisse en me proposant de diriger la branche d'une très grosse université. Bon. Et je n'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Alors, c'était la pire période, c'est la période Hollande. Avec, vous voyez. Et donc là, il y a un truc très profond. Bon, il faut que vous sachiez, mon père était ministre du général de Gaulle et de Pompidou. Et donc, il y a un petit truc qui m'a dit, tu restes français. Et donc, mon idée, c'était de passer l'expérience que j'ai eue, les chances que j'ai eues, parce que finalement, j'ai eu une vie professionnelle extrêmement amusante. Et au fond, il faut que tu passes ça à tes collègues français. Voilà. Hein, c'est là qu'était le truc, et c'est comme ça que c'est construit. Ça a passé par HEC. Donc, j'ai fait des fondations pour éviter, en donnant les usufruits, pour pouvoir pas avoir ça dans les ISF. Du coup, les fondations, HEC. J'ai eu les enfants d'Alain Veil comme élèves, du coup BFM, vous voyez. Alors BFM, c'est extraordinaire parce que ça fait Après les émissions de BFM, j'ai des coups de téléphone des plus grands patrons de France qui venaient me voir. Il y a des ministres qui me demandent de faire des cours. Je me retrouve à la Commission européenne. Oui, donc des trucs de fou. Et je garde ça parce que c'est très amusant. Alors racontez-nous l'embauche, juste, on rembobine, on est au début de votre carrière, et votre carrière elle démarre par un petit mensonge. Oui, alors c'est très bien que vous ayez lu. Alors effectivement, la chance joue énormément en stratégie. Hein. Donc on ne devient pas leader mondial par chance, mais la chance contribue énormément. La chance des rencontres. Alors je vous coupe, je suis désolé. Il y a un golfeur américain, dont j'ai oublié le nom, je ne suis pas golfeur, qui dit plus je m'entraîne et plus j'ai de la chance. Voilà, c'est ça. Alors c'est un petit peu ça. Alors évidemment, la chance, c'est l'art de rencontrer des personnes extraordinaires et dire je les suis. Ça va détecter les gens très intelligents et les gens qui vous cassent les pieds. Alors je vous conseille de lire Marc Aurèle, Les pensées pour moi-même. C'est qu'au début de Marc Aurèle dit faites la liste de tous les gens qui vous ont aidé et tous les gens qui vous ont cassé les pieds. Et il vous dit un des grands arts de la stratégie consiste à détecter les gens avec qui on va gagner et ceux qui vont vous casser les pieds. Hein. Et c'est pour ça que là, ça vous entraîne à tirer parti des rencontres. Et ça, c'est la stratégie qui va vous aider. Hein. Alors, effectivement, Bruce Anderson, moi, ça a commencé comme ça. J'étais donc jeune marié, on avait déjà 2 enfants, je rentrais du MIT. Bon, je ne veux pas dire chercher un job sûr, mais finalement, j'ai trouvé un très beau job dans une usine au nord de Paris, une usine de Creuse-au-Loir. Et je devais rentrer lundi matin. Et la veille, dimanche soir, hein, j'ai un copain qui m'appelle, François Carbonel, qui était au BCG, donc c'était un de ceux que Bruce avait embauché à Boston. Il me dit, écoute, tu peux pas, va pas dans ton truc, tu dis que tu viens mardi, Bruce est à Paris. Et donc effectivement, Bruce Anderson, donc le fondateur du BCG, était venu à Paris pour rencontrer Ambroise Roux. Alors, je ne sais pas si ça vous dit un truc, mais Ambroise Roux, à l'époque, c'était le plus grand patron, le patron de la CGE. Bon. Et à midi, Ambroise Roux annule le rendez-vous. Alors, on dit pas de problème, Xavier, tu déjeunes avec Bruce. Alors, Bruce, vous voyez, il était vice-président de Westinghouse. Hein. Donc, vous voyez, Westinghouse, c'est une plus grosse boîte, c'est cette centrale nucléaire. Hein. Et c'est un grand monsieur, très impressionnant. Et j'étais tout déjeuner avec lui, pour moi, c'était impensable. Et il prend un grand plaisir. Alors, moi, je sortais du MIT, j'étais très fier de tout ce que j'avais appris. Et donc, il faut dire que la discussion devient extrêmement marrante. Et Bruce avait donc inventé la courbe d'expérience, qui est une des vraies révolutions. Hein. Donc, on va en parler. Et je me rappelle toute ma vie, mon destin a changé. On était dans il y avait une petite table ronde, vous savez, dans un bistrot. Il y avait une soupe, il renverse la soupe. Et alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur Anderson, allez tout de suite à votre hôtel. Et je me rappelle toute ma vie. Il me dit, non, Xavier, je préfère continuer à discuter avec vous. Ah, alors là, le destin a changé. Voilà à quoi c'était fait, vous voyez. Et alors, moi, ça avait été dramatique de dire à Creuse-au-Loir, je ne rentre pas lundi, je rentre mardi. Pour un Fontanet, faire un truc comme ça. Et la vie a changé à cause de ça. Qu'aurait été ma vie? Peut-être qu'est-ce qu'elle aurait été? Je ne sais pas. Alors, vous rejoignez le BCG, 40 personnes, 39e, 40e personne. Mondial, on était 5 ou 6 à Paris. Aujourd'hui, ils sont 20 000. Ils sont 20, 22 000, oui. Voilà. Ils sont 1600 à Paris, je crois. Quand vous rejoignez après, et quand vous êtes au BCG, vous travaillez un peu oui, je travaille pour Beneteau. En fait, non, la première facture du BCG, oui, et encore le hasard, première facture BCG Paris, c'est Essilor. Et j'étais sur l'étude Essilor. Donc, j'ai les 23 ans chez Essilor, mais j'ai passé 8 ans avec eux comme consultant. Hein. Vous voyez le hasard encore une fois. Et donc, je vais chez Beneteau. Donc, Beneteau, j'avais eu vraiment Madame Roux, la présidente de Beneteau. Vous verrez quelqu'un d'exceptionnel. On voit tout de suite que c'est du niveau Bruce Anderson. Et donc, j'avais réussi à lui vendre des études. Alors, ça prendra trop de temps pour expliquer comment
On est arrivé avant l'étude, c'est une histoire à dormir debout. Toujours est-il qu'on a fait des études pour eux. À l'époque, ils étaient 10e mondiaux. Et je leur ai expliqué que du fait que le leader, qui s'appelait Jeannot, avait une politique financière débile, puisque en fait, il était hyper rentable et il versait un dividende de 75% sans dette. Donc j'ai dit, attendez, on fait l'inverse, pas de dividende, on s'endette à 2 pour 1. Et bien que vous ayez une rentabilité plus basse, si vous ne payez pas de dividende et vous endettez, vous allez croître à 50%, alors que Jeannot, qui a une rentabilité de 40%, il paye 40% en dividende, il croît à 10%, le marché croît à 25%, suivez la stratégie, on l'écrase. Alors là, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, parce qu'en annexe du livre, voilà, vous l'avez le dessin. Hein, c'est page 272. Vous n'en faites pas. Ne prenez pas de notes. Voilà. C'est là où il faut. Vous avez pigé. Dommage. Vous allez trop vite. Je vous aurais. Si on s'était rencontrés, je l'aurais tout de suite embauché. Hein. Et donc, effectivement, il y a un mélange, si vous voulez, de techniques. Mais les techniques sont très simples. Hein. Les techniques sont extrêmement simples à comprendre. La première, c'est comment est-ce qu'on gagne de l'argent, l'effet d'expérience, la part de marché. Et la deuxième, c'est comprendre un minimum de finances. Hein. Alors ce livre-là est un cours en fait. Hein. Je vais expliquer, il y a beaucoup plus de choses que vous croyez. Ce livre, c'est un cours théorique où j'utilise la période BCG pour donner les bases. Et après, tous les concepts, ils sont développés par mon expérience. Donc vous allez voir tous les concepts et je dis que j'ai tout vécu. Tout est vécu. Hein. C'est un livre très vécu. Et ça marche pas mal parce que marche, oui. Vous arrivez chez Beneteau, ça fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Aujourd'hui, on doit être à 2 milliards. Oui. Vous arrivez chez Essilor, 1500 personnes aujourd'hui. Ah non, alors quand j'étais au Quand vous êtes parti, il y en avait 100 000. Alors attendez, quand j'étais... Essilor, donc première facture du BCG Paris, j'ai le pot d'être sur l'étude comme assistant. Alors à l'époque, c'était la fusion. Vous savez qu'Essilor, en fait, c'était la fusion de Société des Lunetiers et Coopérative ouvrière et la société Essilor, qui était une filiale du groupe Lissac. La coopérative ouvrière avait inventé le progressif et Essilor avait inventé le verre organique. Et donc Essilor s'est appuyé sur 2 trouvailles qui étaient donc le verre progressif, un design révolutionnaire, et le verre plastique, un matériau révolutionnaire. Et à l'époque, Essilor était effectivement capitalisait 15 millions d'euros. Ils étaient 800 personnes. Et on a fait l'étude BCG, ils étaient 10e mondial. Hein. Il y avait 2 Américains, il y avait 1 Anglais, 2 Allemands, 3 Japonais devant. Vous voyez. Et on a réussi à battre tout ce petit monde. Évidemment, le levier était la technologie. Ce n'était pas du tout comme Beneteau, où c'était la finance. Là, c'était les nouveaux produits qui déstabilisent les anciens. Quand je suis rentré, la capitalisation était de 200 millions. Donc, il s'est passé de 15 en 73 à 200 en 90. Quand je suis parti, c'était 25 milliards. Et aujourd'hui, c'est 150 milliards. Hein. Alors, vous voyez, donc moi, j'ai vécu... Vous voyez les montées. Hein. Alors, c'est ça que j'ai voulu mettre dans le bouquin. Hein. Alors, on discutera après d'Essilor Luxottica, parce que le 150 milliards, c'est parce qu'il y a une fusion entre Essilor et Luxottica. Hein. Mais disons que c'est quand même des chiffres assez impressionnants. C'est 1,5 fois totale, vous voyez. Alors, comment vous y êtes pris, là, chez Essilor? Parce que Essilor, alors, au début, c'est du retournement. Alors, la boîte, elle va pas bien. Il y a des BU qui vont pas bien. Absolument. Vous êtes obligé de en séparer. En fait, c'est une mission de management, de transition que vous faites, monsieur, là, au début. Le hasard, voilà. Alors, j'essaie de vendre ma sauce, hein, au passage. Alors, c'est encore du hasard, puisque le rendez-vous, si vous voulez, j'ai collé madame des wagons-lits, parce que j'avais des accords fondamentaux sur une stratégie. Et donc, le wagon-lit ne comprenait pas, j'avais un gros job, j'étais le patron de la plus grosse division. Mais j'avais un désaccord fondamental avec le président et le conseil d'administration. Et à l'époque, je ne savais pas comment fonctionner. Parce que j'avais travaillé au BCG, branché sur Bruce Anderson et John Heine, le patron de Paris. Dès qu'il y avait une décision stratégique, on la prenait à déjeuner et on l'appliquait le lendemain. Ensuite, chez Beneteau, je travaillais avec Madame Roux, elle avait toutes les actions, donc je n'étais pas habitué. Et à un moment donné, il y avait une bêtise énorme que faisait Wagon-Lit. J'ai dit, si ça, je démissionne. Et j'ai démissionné. Alors, ils ne comprenaient pas que je puisse démissionner comme ça avec un si beau job. Mais je dis, moi, je ne pourrais pas travailler si je suis en désaccord avec la stratégie. Et il y avait de l'ingérence de leur part un peu, non? Non, mais c'est que j'avais proposé un coup absolument génial. C'était d'échanger l'hôtellerie Wagon-Lit contre le leader anglais qui s'appelait Trusted Forcé pour faire un leader mondial absolu de la restauration. Alors c'est finalement Sodexo qui était leader, mais si on avait suivi mon idée, mais je m'étais permis de vendre une division du groupe où j'étais. Alors c'était la décision géniale. En fait, vous faites que des leaders.
Ah oui, alors Vous voulez pas venir travailler avec moi? la grande règle, c'est d'être effectivement le leadership. Alors, la valeur de la part de marché, ce qui explique, si vous voulez, le fait qu'on fait du résultat et par rapport à la différence entre management et stratégie, c'est que la stratégie, c'est la quête du leadership. Alors, c'est la quête dans votre métier. Il faut bien définir le métier, mais il est prouvé que dès qu'on a bien défini le métier, quand on est leader du métier, on est hyper rentable. Donc voilà un peu toutes ces histoires. Alors moi j'en reviens, si vous voulez, à Wagonlit, je donne ma dème et je dis écoutez, c'est très stratégique, je vous tiens à la boîte jusqu'à ce que vous ayez trouvé mon remplaçant. Je n'avais pas d'autre job, mais écoutez, on va garder des bons rapports. C'est pas parce qu'on n'est pas en accord qu'on se déteste. Je vous apprécie, mais il y a un accord fondamental, je ne peux plus travailler avec vos stratégies. Et alors à ce moment-là, le lendemain matin, j'allais chez Nestlé pour discuter les cantines Nestlé, parce qu'on avait une 50aine de cantines, et je négociais chaque année le renouvellement de ces 50 cantines dans le monde. Et dans l'avion, je tombe sur Cotet, président d'Essilor, qui cherchait un DG, qui me dit « Tiens Xavier, je cherche un DG, ça ne vous intéresse pas ?» Et je dis « Gérard, mais écoutez, je viens de donner ma dème hier. Vous vous rendez compte le hasard? Vous vous rendez compte le hasard et tout le temps ?» Et là, je me suis dit « J'y vais. » Et comme je connaissais, alors j'ai même pas regardé. Alors quand j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui? Parce que je connaissais les gens d'Essilor qui étaient tous des gens sympas. J'ai même pas regardé la situation. Et quand j'arrive, tout le monde me dit Xavier, tu fais une connerie, tu vois dans une boîte qui va mal. Effectivement, Essilor avait un mauvais passage, et donc j'arrive là-dedans. Et donc effectivement, il y avait un vrai problème stratégique, c'est que Essilor commençait à s'endetter, mais c'était pas l'endettement volontaire de Beneteau. C'est un endettement subi parce que le résultat n'est plus là. C'est exactement ce qui se passe en France. Ce n'est pas volontaire, c'est subi. Et à ce moment-là, écoutez, je leur dis, je dis à côté, écoute Gérard, continuez à tenir la maison. Pendant 6 mois, je vous fais une étude stratégique. Et donc j'ai analysé tout ce qui se passait. Et le truc était super simple. Il y avait une ligne de produits qui était les verres ophtalmiques, les verres, où Essilor était vraiment en belle position, était leader mondial. Mais il y avait des verres de contact, des implants intraoculaires et des montures. Alors en monture, aucune chance d'Essilor par rapport à Luxottica. Ça, c'est déjà parce qu'ils sont trop forts, ils vont vous écraser. On sort des montures. Après, implants intraoculaires, aucune chance parce que c'est Alcon, filiale de Nestlé. Ils sont 100 fois plus gros, on va perdre du fric. Et puis les verres de contact, aucune chance contre eux. Vous avez Johnson & Johnson et Ciba. Et donc, on a désinvesti. Et alors là, les actionnaires salariés d'Essilor ont été fantastiques parce qu'ils ont tous poussé. Et donc, on a pris une décision absolument stratégique de sortir. Donc, on a enlevé 30% de l'entreprise et ça a été prêt. Et puis après, ça a été la conquête du monde. Vous voyez, ça a eu 2 périodes. Comment vous avez fait pour vendre ça aux salariés? Ils détiennent 13% de la boîte et 20% des droits de vote à l'époque. On va aller sur des sujets extrêmement importants. À l'époque, ils avaient beaucoup plus que 13. Parce que quand au début, quand j'étais travaillé pour eux sur Essilor, en gros, le personnel avait 80% du capital. Donc vous étiez le gardien de leurs économies, en fait. Exactement. Et alors, si vous voulez, quand vous avez un actionnaire salarié que je promeus, ça change les rapports entreprises. Parce que d'abord, les salariés participent à la stratégie et le patron est responsable des économies. Donc le rapport qui existe entre le patron et l'employé n'est plus le même. Vous voyez, ça oblige l'employé peut poser des questions stratégiques et le patron est obligé de lui répondre sérieusement. Il n'y a plus du tout la séparation qu'il y a dans le contrat de travail. Donc moi je pense que si De Gaulle était vivant, il pousserait aujourd'hui, après l'intéressement, la participation, il pousserait l'intéressement salarié, d'autant que ça règle le problème de retraite. Les Essiloriens, avec les capis qu'il y a, les retraites, ce qu'ils ont avec le capital, c'est 5 ou 10 fois la retraite légale. Donc il est évident que l'assurance salariée, c'est la solution pour la retraite et c'est la façon intelligente de faire rentrer le pays dans la capitalisation. Mais ça, alors, allez l'expliquer aux députés, c'est une autre paire de manches. Donc vous prenez les 4 BU, et vous en coupez 3. Alors on les vend. Et vous faites que... Et après, on se met sur les verres. Alors, sur les verres, la situation était devenue très dangereuse parce que, effectivement, Essilor, grâce à ce que je vous ai expliqué, le verre progressif et le verre organique, avait déquillé tous les leaders. Donc, il avait déquillé les Japonais, il avait déquillé les Allemands, Zeiss, Rodenstock, déquillé les Anglais, UK Optical, déquillé les Américains, American Optical et Bausch & Lomb. Mais derrière, il y avait 2 suiveurs. Il y avait un Japonais qui s'appelait Oya et un Australien américain qui s'appelait Sola. Et ces gars-là croissaient plus vite qu'Essilor et étaient en train de le rattraper. Et c'est le gros argument que j'ai pris. J'ai dit, si jamais on ne prend pas une décision absolument stratégique, Oya et Sola nous passent devant. Parce que tout l'investissement d'Essilor, des verres, passait aux verres de contact
Et c'est ça la stratégie, c'est l'allocation de ressources. Et donc, en sous-investissement dans les verts, contre des concurrents spécialisés, au fond, Essilor était un peu le Jeannot, et Beneteau, c'était Oya. Et donc, j'ai expliqué ça aux gens d'Essilor, et les actionnaires, c'était leur fric. Alors, il faut dire que l'action d'Essilor avait chuté à l'époque, avait été divisée par 3. Entre eux. Et donc, évidemment, ils avaient toute leur fortune divisée par 3. Donc, on avait des managements. Et alors, c'est un élément très important que je dis. Si on parle d'actionnaires salariés, alors en général, c'est des salariés actionnaires. C'est des salariés qui ont 10 000 euros ou 100 000 euros, mais ce n'est pas leur truc. Avec Essilor, vous avez les actionnaires salariés. Les actions Essilor, c'est plus de la moitié de tout ce qu'ils ont. Ça change tout. La vraie vocation, c'est dès que les actions dans votre maison représente plus de la moitié de votre fortune, vous transformez le système. Et moi, je crois à ça, et on retrouve les idées des coopératives, et c'est qu'à ce moment-là, vous changez absolument tout. Et donc, moi, je sais que c'est un des grands conseils que je donne, c'est évidemment faire acheter du capital. Il faut faire acheter, il ne faut pas donner, il faut que les gens achètent. Si on donne, ça n'a pas de valeur. Il faut l'acheter dans des conditions favorables, et à ce moment-là, vous transformez les employés en vrais actionnaires. Alors, je peux vous dire que toute l'exécution des stratégies, elle est immédiate. Je prends toujours l'exemple de Napoléon, si vous voulez. C'est une réflexion dans tous les ordres, mais Napoléon, qu'est-ce qui faisait sa force? C'est que la veille des batailles, il allait dans les tentes expliquer la stratégie du lendemain aux grognards. Et il expliquait non seulement la stratégie du lendemain, mais pourquoi gagner la bataille d'Austerlitz, bouger la guerre. Donc, vous pensez bien que quand les soldats avaient l'empereur qui leur expliquait le truc, et qu'ils savaient que non seulement comment on allait gagner Austerlitz avec un coup de génie, qui est un contre-pied splendide, digne de tout ce que peut faire Messi ou Federer, c'est ça la stratégie. Les gens ont compris, et ils ont compris que si on gagne Austerlitz, on gagne la guerre. Donc, et alors Clausewitz, vous savez, Clausewitz, c'est le grand opposé à Napoléon. Donc Clausewitz, c'était un aristocrate qui se mettait dans un château à 25 km des batailles. Et il y avait des tas de cavaliers qui lui apportaient les plans. Et il disait, pour bien réfléchir, il faut être loin du terrain. Et il faut par contre bien être informé. Et évidemment, Napoléon, c'était complètement différent. Napoléon était le stratège de terrain. Il a failli se prendre des balles plusieurs fois. Et c'est en étant sur le terrain avec un bon cerveau, on est plus fort. Et Clausewitz, à la fin de sa vie, disait, les Français sont meilleurs que nous parce qu'ils s'approprient la bataille, alors que les Prussiens, plus nombreux et mieux équipés, ne font qu'obéir au chef. Alors vous voyez la différence? Il faut donc, l'actionnaire salarié, ça permet de s'approprier la bataille. Et vous dites, la stratégie, il faut l'expliquer, il faut la défendre en interne, il faut l'expliquer. Et voilà. Même à un moment donné, vous recevez un Japonais, quand vous êtes en train de faire vos affaires au Japon, vous recevez un Japonais qui vient en France dîner avec vous dans un restaurant qui est chez Laurent, à côté de l'Élysée. Voilà. Et vous expliquez aux serveurs du restaurant la stratégie d'Essilor en leur disant c'est stratégique que vous serviez bien le japonais parce que sinon on ne fera pas le business. Mais je l'aurais embauché celui-là si j'avais vu plus tôt. Elle m'a bien fait rire l'anecdote. Non, mais ce qui me plaît, c'est que le bouquin, finalement, c'est exactement le but du bouquin, c'est vous former de façon concrète à la stratégie. Alors l'histoire que je vous raconte, c'est que nous avions donc contre nous Sola, donc on est sorti de tout, on avait contre nous Sola et Oya. Donc Oya était le japonais et Sola était un Australien qui était fort aux US. Donc nous étions leaders en Europe, Sola était leader aux US et Oya était leader au Japon. Alors vous savez, il y a les Horaces et les Curiaces, il ne faut jamais attaquer tout le monde en même temps. Vous connaissez l'histoire, il faut d'abord se prendre. Et donc on avait à choisir, est-ce qu'on va sur l'Asie, qui était évidemment le choix à long terme à cause de la taille du marché, ou est-ce qu'on va aux US? Alors là, on a analysé les politiques financières. On s'est rendu compte que Oya, c'était donc une boîte qui avait une grosse vache à lait. Alors on parlera du portefeuille stratégique. Donc Oya était une boîte puissante, alors que Sola avait un actionnariat fragile, c'était Pilkington, les Anglais, et c'était une boîte qui était assez endettée, et donc on pouvait lui taper dessus. Donc le plus doux, c'était Sola. Donc on décide d'aller sur... Et alors on fait une fausse information, on fait croire qu'on va sur l'Asie. Donc Oya nous attend. Et donc il ne pense pas aux US. Et pendant ce temps-là,
on va aux US. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aller aux US? On fait une stratégie déstabilisante, parce que dans les stratégies, vous le verrez dans le livre, il y a 2 grands types de stratégies. Il y a les stratégies à la General Electric, dans lesquelles on pousse l'effet d'expérience et on écrase les gens par la force et la puissance. Et l'autre stratégie, celle d'Apple et des Essilor, où vous tirez le tapis sous le pied des concurrents. Vous n'affrontez pas le concurrent directement, vous déstabilisez son terrain. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aux États-Unis? On a fait un truc absolument génial. C'est que pour faire un verre ophtalmique, il y a 2 étages de production. On produit des composants et on finit les verres. Donc, il y a des usines de production et il y a des laboratoires de finition. Bon. Et Essilor était très fort en usine et en laboratoire. Cela n'était pas bon en laboratoire. Et le marché américain, les laboratoires étaient indépendants des fabricants. Alors qu'en Europe et au Japon, il y a une intégration. Qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté 30% du marché américain des laboratoires dans le plus grand secret. Donc vous avez racheté leurs clients, en fait. Alors, on a racheté les clients de cela. Et on a enlevé d'un seul coup 30%. Et alors, le coup qu'on a fait, c'est que c'était justement juste après avoir été nommé PDG. J'étais nommé PDG donc j'étais DG en 90, et puis on m'a dit que vous aviez été DG pendant 5 ans, si ça marche, tu seras le PDG. Bon. Et alors, le mois qui suivait le PDG, on passe le mois aux États-Unis et on achète les 4 ou 5 plus gros laboratoires dans le plus grand secret. Et au mois de septembre, on annonce tout. Alors ça, c'était le cataclysme absolu. Et Oya croyait qu'on l'attaquait au Japon, donc on était tranquille. On n'a jamais eu Oya contre nous. Vous voyez? Et alors quand cela a vu, c'était terrible. Alors le coup est terrible, il a fait faillite. Et il a été racheté par Zeiss, parce que l'antitrust nous a interdit d'acheter cela qu'on aurait fait. Alors une fois, on a fait un peu des nénuphars, une fois qu'on avait la puissance en Europe et la puissance aux US, on attaquait l'Asie. Alors l'attaquer l'Asie, c'est... L'Asie, vous allez par exemple... Alors vous commencez par le Japon, je crois, mais oui. Racontez juste l'anecdote en Chine. Non, attendez, on va commencer parce que c'est votre question sur le déjeuner. On attaque l'Asie et on attaque le Japon. Et alors, en fait, il y avait plusieurs sociétés. Il y avait Oya, Seiko, Nikon. Bon. Évidemment, comme Oya nous attendait sur l'Asie, il a été très dur concurrentiellement. Et en gros, il a coulé Nikon et Seiko. Et un jour, coup de téléphone du chairman de Nikon à Paris. Monsieur Fontanet, je veux vous voir. Donc là, j'appelle Philippe Alfroy parce que j'ai eu un collègue qui était Philippe Alfroy, qui était la personne de la maison. Et moi-même, on a fait un duo. On a fait un duo Fontanet-Alfroy parce que ce qui avait bien marché dans la première fusion des Essilor, c'est que grand-père Temkin, président de SL et de Essilor, en fait, alternait à la présidence comme des empereurs romains à une certaine époque. Et donc, j'étais avec Alfroy. Alors, j'ai dit, Philippe, là, le coup le plus important, toute l'industrie arrive, le président de Nikon veut venir ici. Alors, c'est que pour qu'un président japonais vienne vous voir, alors il était en mauvais état à cette époque, et lui-même avait un problème très grave, c'est qu'il était attaqué par Canon dans les appareils de photo, et il était attaqué par SML dans les steppers. Et donc, il avait besoin de se débarrasser de tout ce qui n'allait pas. Et quand il vient, je sais très bien qu'on va faire une JV. Dès qu'il a appelé, je savais. Et alors, il faut voir que les Japonais n'ont pas forcément toujours une très bonne considération de nous. Le seul truc qu'ils respectent, c'est la cuisine. Et donc, moi, j'ai beaucoup utilisé les restaurants pour avancer, parce qu'on peut vraiment discuter des choses sérieuses une fois qu'on a un peu mangé. Ça calme les gens. Et il y a un moment donné, on peut se dire les choses, et c'est une spécificité française. Donc, dans le monde entier, c'est l'Américain, qu'est-ce qu'il veut? Il discute, on va rapidement, on a 1 heure, on bouffe un sandwich. Non, ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre son temps. Et donc, je préviens, en fait, j'étais chez Laurent, et vous avez raison, j'ai prévenu les serveurs. J'ai prévenu les serveurs et la cuisine en disant, écoutez, vous allez avoir à table un des plus grands Japonais, parce que M. Yoshida, M. Enya, ce sont des légendes au Japon. Le fait qu'ils viennent ici, vous n'imaginez pas ce que c'est monstrueux. Alors, vous allez nous faire une démonstration de ce qu'est la cuisine. Donc, on a choisi vraiment des plats extraordinaires. On a expliqué aux cuisiniers, vous nous faites un truc phénoménal. Et tous les serveurs, on leur a dit vraiment, vous nous faites un truc. Et donc, vous avez assisté au basculement de l'industrie. Et on s'est mis d'accord pendant le dîner sur un dos d'enveloppe. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Ça revient à expliquer la stratégie d'Essilor aux serveurs de chez Laurent. Voilà. Non, mais c'est quand même fort. Mais là, ils travaillent mieux. Je peux vous dire, alors là, les Japonais, ils ont presque dit, mais les Français sont incroyables. C'est pas du tout ce qu'on pensait. Je suis sûr que ça a joué. Donc, oui, donc la stratégie, si vous voulez, c'est un art extrêmement complet. Il y a
les savoir-faire techniques que vous aurez dans le bouquin, mais le plus fondamental, c'est toutes les petites astuces que je vous donne. Et donc, le bouquin en est rempli. Hein. Et donc, la stratégie, c'est très humain. Et c'est ça que je vais expliquer par le capital travail, tout ça, c'est des conneries. Le vrai sujet, c'est une bonne stratégie et un bon climat de confiance qui fait qu'on exécute la stratégie, mais on la connaît. On n'exécute qu'une stratégie qu'on a comprise, qu'on a améliorée par ses remarques. Hein. C'est ça la clé. Vous citez ça, c'est souvent le bouquin. Alain Perfit, oui. capital, travail et confiance. Alors, confiance. Encore une fois, c'est encore du hasard. Comment est-ce que je connais Alain Perfit? Alors, je vous assure que c'est vrai. J'avais été surclassé par le patron d'Air France parce que j'avais rendu service. Je n'ai pas le temps de raconter l'histoire, mais c'est une histoire. Si je vous raconte quand même. Je veux bien parce que je la connais pas. Il y a les grognasses, j'ai une petite Caroline que j'adore, ma 3e fille. Bon, Caroline prépare les examens pour l'agro. Elle était à Ginette, bon, il y a des Ginettes. Et donc, ils sont partis à 3-4 copains dans le midi. Et ils rentrent en avion pour passer l'examen. Donc, ils rentrent le vendredi soir pour passer lundi matin. Et catastrophe, on perd les bagages. Et dans les bagages, il y avait les papiers pour passer l'examen. Donc, Caroline et moi, on passe tout le week-end entre Roissy, Orly, Air Inter, Air France pour retrouver les bagages qui avaient été perdus dans l'aéroport. Vous vous rendez compte? Ils s'étaient trompés dans les... Et alors, heureusement, dimanche soir à 8h, on retrouve les bagages. On met Caroline et ses copains qui réussissent très bien. Et alors, je mets une lettre au patron d'Air France en lui expliquant tout ça et en expliquant toutes les erreurs qu'avaient fait les gens d'Air France, d'Air Inter, et d'Orly et de Roissy. C'était un panorama. Et alors, Spinetta avait une très grosse réunion avec les syndicats. Et avant la discussion, il lit la lettre. Alors, je peux vous dire qu'ils en prenaient plein la gueule. Et à ce moment-là, sa grosse discussion s'est bien passée parce que les syndicats étaient sous le choc de la lettre. Et donc, il m'appelle un jour en disant « Fontanet, je veux vous voir ». Et il me dit, écoutez, je vous surclasse toute votre vie, tant que vous êtes au boulot, en première. Bon, parce que Essilor Coopérative Ouvrière, on voyageait même pas en business. Hein, bon. Donc, je me vois tout en première. Et alors, un jour, en première, je vois une dame, alors c'est une autre histoire, je vois une dame qui était sur une petite chaise, qui arrive, et qu'on assoit à côté de moi. Je dis à l'hôtesse, cette dame a un mari, je vous demande de donner ma place et vous me mettez à l'arrière de l'avion. Monsieur Fontanet, vous n'y pensez pas? Je lui dis, madame, je vous le demande. Je fais ça. En sortant, en arrivant à Paris, il y avait des gens assez importants en haut. Je tombe sur Perfit qui voulait rencontrer le monsieur qui avait donné sa place à la dame. Vous vous rendez compte l'histoire? Bon. Et c'est comme ça que c'est madame Perfit. Oui, mais c'était ils étaient tous les deux. Et alors ça a très bien marché parce que, comme je vous l'ai dit, mon père était un ancien ministre de Gaulle, donc il a dit c'est Fontanet, le fils de Joseph. Et donc on a passé 2-3 après-midi à réfléchir aux mécanismes de confiance. C'est l'époque où Perfit écrivait son livre sur la confiance. Vous voyez, le livre sur la confiance de Perfit. Donc il avait fait. Et alors le bouquin à lire, donc ça faut l'acheter absolument, du miracle en économie. Et alors Perfit, vous voyez, qui avait été ministre de Gaulle, qui avait fait des bouquins désespérants sur la France avec la société bloquée, découvrait l'économie. Il s'était mis à Braudel, à Hayek, tous ces gens-là. Il était en plein Tocqueville, donc il était en pleine sa réflexion. Et le bijou, c'est du miracle en économie. Et moi, je l'avais aidé en 3 fois 1h30, lui expliquer ce que c'était que la confiance. Je vais expliquer évidemment les cours de stratégie. Et ce bouquin, si on n'a qu'un seul à acheter, c'est celui-là. Du miracle en économie. Alors, il est dans le livre, page 252. Vous aurez la bibliothèque idéale parce que, si vous voulez, la stratégie, vous avez compris que la culture générale est capitale. Hein. La stratégie, ce n'est pas une histoire d'études. Par contre, il faut vraiment une culture générale. Donc, vous aurez une bibliothèque idéale, il y en a pour 3-4 000 pages. Hein. Donc, vous avez pour 2 ans de lecture. Mais quand vous aurez lu tout ça, vous aurez vraiment... parce que c'est la culture générale qui est quand même le... Alors, c'était bien qu'ils vous surclassent en première parce qu'à la fin, vous faisiez 500 000 km par an, plus que les pilotes d'Air France, c'est vrai ça? Oui, à peu près alors. Oui, alors évidemment, le gros sujet qui est absolument épuisant, et donc on était crevés, c'est pour ça que je suis parti, 65 ans, c'était l'âge obligatoire chez Essilor, des statuts de la coopérative, et on était épuisés parce que
Si vous voulez, quand vous avez une boîte comme Essilor, vous savez, le chiffre d'affaires, quand j'ai quitté Essilor en France, ça devait être 5%, 95% dehors. Les États-Unis déjà étaient à 40%. Donc c'est des boîtes totalement mondialisées, comme Luxottica, totalement mondialisées. C'est pour ça que la période actuelle est dure, mais les trucs de Trump, on recale les usines canadiennes, américaines, et en une après-midi, on recale tout ça. Donc toutes ces gesticulations, toutes les vraies boîtes vraiment mondiales, ce n'est pas des trucs qui dérangent beaucoup. C'est pour ça que le CAC 40 se porte si bien d'ailleurs, parce que c'est que des boîtes mondiales, et donc elles sont toutes... alors les temps sont très très durs, mais on n'a pas à se soucier de toutes ces histoires. Pourquoi ça se vend à la fin à Luxo? Alors, attendez, je vais terminer pour les 400 000 euros, 400 000 kilomètres. C'est que, oui, moi j'étais obligé tous les mois d'aller aux États-Unis, au Japon, vous comprenez? Donc je passais 1 à 2 jours par nuit dans les avions, à dormir. Et donc vous arrivez vite à 400 000 kilomètres, parce que si vous faites un voyage Asie, un voyage, à chaque coup vous prenez 20 000, 30 000 kilomètres, 40 000 kilomètres par mois, et 12 mois, ça fait 500 000. Pour ajouter 1 ou 2 voyages en Europe, et on arrive aux 500 000. Alors ça, c'est épuisant parce que vous avez aussi hémisphère nord et hémisphère sud. Parce que nous, on était très forts en Nouvelle-Zélande, tous ces coins-là. Vous changez, et donc on perd complètement le sens du temps. Donc moi, j'étais obligé de me lever à manger des steaks hachés, des steaks à 3 heures du matin parce que je n'arrivais pas à dormir. J'avais besoin de manger à 3 heures du matin. Bon. Donc on est décalé, donc vraiment on est épuisé. Et donc, j'étais content de partir à ce moment-là. Je reviens à mon... Ouais. Alors, la Chine, là, on est sur la haute stratégie. Et puis la Chine, on est vraiment sur... Alors, il faut faire raconter. C'est pour ça qu'il faut, vous voyez, j'explique tout ça dans le bouquin. Dans la stratégie, vous avez une variété de terrains qui est absolument démentielle. Alors, l'exemple, c'est attaquer le Japon, un marché ancien avec des existants. On arrive uniquement en se mariant avec quelqu'un qui est dans le métier. Parce que déjà, le truc est établi. Si vous partez de zéro, vous êtes foutu. Et à l'inverse, quand vous êtes en Chine, on a démarré, c'est en 90, 92, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on fait pour démarrer? Il n'y a pas d'opticien, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me suis promené donc avec Reuilly. On a eu la chance d'avoir, encore une fois, les génies. On a embauché un génie qui était, encore une fois, le hasard. C'était le gars qui avait fait Danone. Il avait été, encore le hasard, il avait été embauché par Antoine Riboud. Pourquoi? Parce que De Gaulle, quand il a reconnu la Chine, il avait un accord avec Mao Tse-tung, il avait donné des places à l'ENA. Donc chaque année, la Chine avait 2 places à l'ENA. Et Reuilly a été un des énarques. Reuilly fait son stage de préfecture à Rennes. Antoine Riboud le rencontre par hasard, parce que Reuilly était chargé d'organiser une journée où il inaugurait une usine de yaourt. Évidemment, Antoine Riboud voit que Reuilly est un génie et il l'embauche. Il l'envoie à HEC, puisqu'il a fait l'ENA, il fait une année à HEC. Puis après, il le met pendant 2 ans à Nantes à vendre du yaourt pour apprendre le truc. Puis après, il le balance en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? Reuilly démarre la Chine pendant 5 ans. C'est lui qui démarre le yaourt. Alors, vous imaginez la difficulté. La Chine, c'est un pays du riz. Il n'y a pas de vaches. Donc, il faut faire des élevages de vaches. Oui, le truc. Donc, Reuilly fait tout ça. Bon, lui, c'était et alors, une histoire de fou. Et alors, quand Antoine Riboud prend sa retraite, Franck, qui est un très bon ami, avait tellement de boulot qu'il n'appelait pas Reuilly. Alors, moi, Reuilly m'a appelé pendant 25 ans, tous les jours. Et il voulait entendre le son de ma voix pour travailler. Il me parlait, ah ben ça va Xavier, et il partait travailler, il a besoin de m'entendre. Quand Reuilly a perdu Antoine, il a perdu son père. Alors encore une fois, on me prévient que Antoine était, que Reuilly était disponible, je savais qu'il ne resterait pas plus d'une journée sur le marché. Et alors c'est Caroline s'amusera. On partait en Normandie avec Caroline, et le patron de l'ASI me dit, Xavier, demain matin à Hong Kong, à 9h. Demi-tour, Caroline se rappelle. Et je prends l'avion, coup de pouce, j'arrive, et on arrive le matin à Hong Kong. Alors, là, l'histoire est extraordinaire. Je vois tout de suite Reuilly, et tout de suite, on voit le génie. On voit tout de suite qu'il a quelque chose de plus. Et alors, on discute, et alors je lui dis, écoutez, Reuilly, je prends mon téléphone, c'était l'époque des Nokia. Alors, écoutez, Reuilly, vous voyez, le numéro 1, c'est ma femme, numéro 2, mes filles, Caroline, numéro 4, numéro 5, ma mère. Si vous rentrez chez Essilor, vous êtes numéro 6. Il me serre la main, on l'embauche sans discuter fric.
Énorme. Et après, Et toute la vie s'est fait ça. et après C'est vous ce allez. que j'essaie d'expliquer dans le livre. Chine, vous allez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui porte Ben des oui, lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bien, oui, on n'est plus ramené à Oya, Nikon, avec le déjeuner Laurent. On se promène dans la rue. Alors, dès qu'on voit quelqu'un qui a des lunettes, on discute avec lui. Mais où t'as acheté tes lunettes? Puis on va chez l'opticien. Bon, alors on se rend compte, quand on y allait, il y avait pratiquement personne à Shanghai qui était corrigé à l'époque. Donc, il faut du temps. Et alors, dès qu'on arrive chez l'opticien, on dit, où est-ce que tu achètes tes verres et tes lunettes? Et on va voir les usines. Vous voyez? Donc on remonte de façon très très simple. Alors à l'époque, le truc était très simple. Personne n'avait de lunettes. Il y avait que le Parti communiste et les militaires. Et les partis communistes et les militaires avaient une grosse usine qui les alimentait. Donc il n'y avait pas d'opticien. Alors à ce moment-là, d'ailleurs, on commence à s'intéresser et il nous propose de vendre l'usine. Alors l'usine, à l'époque, avait 27 000 personnes. Alors déjà, on voit qu'il y a un marché quand même, qui était un marché minéral. Et il y avait 27 000 personnes. À l'époque où Essilor, on était 10 000. Donc on ne va pas se foutre sur les bras. Une vieille technologie. Bon. Et donc, c'est là qu'on décide vraiment de rentrer en verre organique pour cannibaliser tous les verres existants. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous raconte, c'est vachement intéressant. On discute avec le gouvernement et on leur dit, écoutez, on est prêt à faire un deal avec vous. On met une énorme usine à Shanghai. D'accord? Alors, à l'époque, c'était 50 millions, énorme somme pour nous. Simplement, on exige des droits de douane. Alors, vous vous rendez compte, avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'Europe, le père Fontanet, le père Chérier et le père Alfroy, devant le gouvernement, on dit, on est prêt à vous mettre une usine, énorme usine, simplement, on veut 12 ans de droits de douane pour éviter que les produits viennent de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on fait? On ferme une usine aux États-Unis, qui était en Floride, et on nourrit toute l'usine chinoise avec des volumes américains, parce qu'une usine de verre ophtalmique, c'est extrêmement coûteux, il y a des effets d'expérience, et elle a son prix de revient correct au bout de 5 ans quand elle est remplie. Or, le marché chinois était tout petit, on ne pouvait pas remplir. Voyez, et alors là, je peux vous dire que tous les concurrents, on les a roulés dans la farine, parce qu'on était capable d'avoir une usine qu'on a chargée. Et donc, on a comme ça descendu l'effet d'expérience, et on a parallèlement développé le marché, et à un moment donné, on a switché. Vous voyez, les stratégies, c'est super complexe. Et alors, on est à la fois sur tous les terrains, parce que le terrain chinois, c'est pas le terrain. Mais quand vous êtes mondial, on joue de tous les continents. Alors vous faites à la fois la stratégie BCG, puis la stratégie, on va discuter avec le type qui porte des lunettes dans la rue. Quoi. Mais il faut absolument. C'est énorme. Ah oui. Et non, mais alors, vous demandez tous les patrons du 440, vous savez, les Owen Jones, les Ribou, des gens comme Tricot, on est tous pareils. On se bat contre une image déformée. On est tous des gens de terrain et les grandes idées, elles viennent du terrain. Dès que vous êtes au siège, vous êtes foutu. Et donc, ce qu'il faut, c'est d'où 500 000 km. Voilà. Ouais, énorme. Alors, 500 000 km, ça vous amène aux US, au Japon, en Chine, en Corée, en Australie, en Nouvelle-Zélande, bon, partout. Et après, même, vous faites l'Amérique latine. Et alors, vous décrivez ça dans le livre. À chaque fois, c'est... J'ai eu de la chance, j'ai rencontré, c'était simple, c'était facile. Oui. Et je rencontre beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'était facile, mais enfin, bon, vu comment vous l'écrivez ça, comment vous arrivez à vous fondre dans autant de cultures? Question très sérieuse. Alors, tout à fait fait intéressé. Je me suis toujours intéressé à la philo, si vous voulez. Je me suis beaucoup intéressé à la philo. Ça, comme je voyageais beaucoup, ça, c'est le conseil qu'on donne, c'est que dans les voyages, dans les aéroports, c'est épouvantable. Parce que si vous êtes idiot, vous allez prendre un sandwich, puis vous perdez du temps vous perdez dans les duty free, tout ça. Alors moi, c'est pas compliqué. J'avais des gros bouquins. Je me mettais dans le bouquin et donc, dès que j'arrivais dans l'aéroport, je restais dans le bouquin. Je restais sur les livres. Donc, j'ai énormément lu. Et alors, un truc qui a joué, c'est que je me suis passionné par la culture japonaise, la culture chinoise, la culture indienne. Et alors, si vous voulez, quand vous êtes avec les gens de Nikon et qui se sont rendus compte que vous avez décortiqué tout ce qui est Ikigai, par exemple, ils commencent à dire « Ah, ce mec-là est intéressant ». Et on commence à discuter sur nos cultures réciproques. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, moi, j'avais Kant, par exemple, j'avais le Ferry. Vous avez été Ferry. Bon, j'avais les audios de Ferry sur Kant et des bouquins de Ferry. Je voulais comprendre ce que c'est que l'Europe. Écoutez, lisez ça. Et à ce moment-là, il me disait « Oh, M. Fontanet, il y a un bouquin génial ». Et donc, on avait aussi une énorme discussion sur les fondamentaux du pays. Et ça, c'est très, très important. Et c'est ça qui m'a sauvé dans les 500 000 km, c'est que j'étais tout le temps plongé dans les bouquins. Et c'est ça que ça me... Parce que dès que vous commencez à passer du temps... Alors moi, maintenant, je ne voyage plus depuis que je suis à la retraite, parce que vraiment, dès que je vois un aéroport, je ne peux pas supporter. Alors j'en fais un petit peu
avec mon épouse, on va faire du ponant. Mais alors, j'ai demandé, tous mes copains qui ont voyagé comme moi, ils ne veulent plus voyager. Parce que vous allez aussi, vous prenez l'avion pour régler des problèmes graves. Hein. Donc moi, dès que j'arrive sur un aéroport, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Bon. Et donc, c'est pas du tout le voyage merveilleux. Pour moi, c'est la tuile. Hein. Bon. Et donc, voilà. Et donc, je suis très bien ici. Et je suis beaucoup mieux avec vous que aux Caraïbes sur un gros bateau à m'emmerder. Merci beaucoup, merci beaucoup. La première partie du livre sera la dernière question. Hein. Première partie du livre, enfin, même les 2 tiers du livre, vous parlez beaucoup de stratégie, beaucoup, comme vous le racontez là, ça. Et finalement, assez peu de l'importance de l'humain. Sur le dernier tiers, en revanche, oui. Alors là, vous expliquez en quoi le recrutement c'est important. Et vous avez une phrase, d'ailleurs, qui dans votre méthode de management, dans votre méthode de voir les choses, une phrase qui est notée à 2 reprises dans le livre, qui est « L'humilité doit croître comme le carré de la part de marché ». Alors, tout le monde n'est pas matheux, là. Hein. Vous pouvez... Non, alors je peux... Alors, si vous voulez, c'est un truc qui est arrivé petit à petit en moi. C'est-à-dire qu'au début, j'ai vécu que des suiveurs. Vous voyez, Beneteau, c'est le suiveur. Eurès, c'est le suiveur. Donc, c'est très facile d'être suiveur parce que vous avez une cible et c'est très facile. Après, vous cherchez à voir l'erreur de la cible et vous tapez dedans. Donc, si vous me donnez n'importe quelle situation, avec une bonne équipe, je vous dégomme un leader. Ça, maintenant, je suis absolument persuadé. Il faut comprendre sa faute. Et alors, le grand défaut du leader, c'est l'arrogance. Et alors, dès qu'on est devenu leader, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus dur de diriger un leader qu'un suiveur. Et alors, j'ai eu la chance... Racontez l'Australie. Oui, alors attendez, on va y aller avant. Je vais venir. Non, mais il a travaillé, hein, c'est bien, il travaille. Oui, il faut travailler. Hein. Le travail, c'est quand même... Ça contient. Alors, attendez, vous m'avez coupé. Je peux raconter l'Australie, mais attendez, j'avais un truc plus important avant, mais parlons... Voilà, alors, si vous voulez, l'Australie, on avait donc gagné les US, on avait gagné le Japon, et puis vraiment on avait commencé à déquiller Oya, parce que à partir du moment où vous êtes dans la seule vache à lait qu'avait Oya, c'est le Japon et la Corée. Et alors on a aussi fait une JV formidable en Corée, et là on a commencé à les gêner parce que Oya utilisait toute la vache à lait coréenne et japonaise pour casser les prix et nous couler en Europe. Donc dès qu'on a commencé à rentrer au Japon et en Corée, ça s'appelle dans les trucs du matrix pricing. C'est vous attaquer la vache à lait du concurrent. À ce moment-là, on a séché les cash flows d'Oya et ça a allégé complètement les comptes de l'Europe. Et vous voyez le coup. Alors après, l'autre qu'on voulait vraiment couler, c'était Sola. Et alors Sola était déjà racheté par Zeiss, mais on tapait tellement sur Sola que Zeiss avait du mal à le gérer. Donc pour eux, c'était plutôt, ils avaient pris un truc trop gros pour eux. Alors on s'est dit, pour les cogner vraiment, on va les cogner en Australie. Alors en Australie, ça allait très très mal parce que on avait, les stratégies initiales étaient de mauvaise qualité. On avait, pour vous expliquer, ils avaient fait uniquement, et Essilor avait une très grande force dans les anti-reflets. Ce verre-là, vous voyez, c'est une pure merveille. Il a 25 couches nanométriques. Et donc, déposer des couches nanométriques sur un verre plastique, c'est un véritable cauchemar. C'est aussi compliqué, sinon plus, que des microprocesseurs. Bon. Et Essilor, on faisait 1 milliard de couches du verre quand je suis parti. Il y avait en gros une 20aine de milliards de couches qu'on déposait. Essilor, tous les ans. Donc nos usines sont d'une sophistication énorme. Et personne ne savait faire ça. Donc en Australie, on avait monté un atelier qui faisait ces couches-là en se disant, en amenant ça. Et donc, il y avait le système production laboratoire. Et donc, il fallait envoyer les verres dans le laboratoire Essilor mais c'était une opération qui compliquait tout, donc finalement le truc ne marchait pas. Alors, on était en mauvais état, et alors, encore une fois, on a embauché un type complètement génial qui s'appelait Nguyen. Alors, pour vous dire, Nguyen, c'était un Vietnamien, parce que moi, ça vaut le coup de l'histoire, vous voyez, et il avait donc quitté le Vietnam en construisant un bateau, et il était arrivé en Indonésie en sauvant sa famille au milieu des pirates et des tempêtes. Vous voyez le gars ? Et après, l'Australie manquait de monde, et donc l'Indonésie a envoyé les gens en Australie. Débarque Nguyen. Alors je peux vous dire que dès que vous voyez Nguyen et qu'il vous raconte son histoire, vous l'embauchez. Vous l'embauchez parce qu'il a les caractéristiques qu'il faut, et après se former à l'optique, le mec est tellement intelligent qu'il fait 1 mois de stage chez Essilor, il a tout ce qu'il faut. Et alors, donc Nguyen nous suggère une stratégie absolument géniale. Il nous fait acheter une petite boîte
qui s'occupait de réparer les machines de laboratoire. Vous savez, donc je vous ai expliqué qu'il y a les usines de production, les laboratoires. En général, en Europe et en Asie, c'est le fabricant. États-Unis, Australie, c'est une profession indépendante. Donc il y a un petit sous-traitant et qui répare toutes les machines, qui amène. Il y a beaucoup de produits pour faire marcher les machines. Bon. Et donc ça nous permet déjà de connaître tout le monde. Donc on ferme le laboratoire qu'on avait monté et on est uniquement distributeur et réparateur de machines. Bon. Et puis un jour, on a un tuyau absolument incroyable qui arrive. C'est que par lui, on apprend que le plus gros laboratoire australien racheté par un private equity est à vendre. Automatiquement, ils vont voir Sola. Alors Sola était dirigé par un type. Alors Sola avait 80% du marché. Hein. C'était 80. Ils sont australiens. Hein. Australiens. Et à ce moment-là, le type s'appelait John Bastian, c'est un type très doué, mais il était devenu crâneur parce qu'il était leader. Donc c'était un petit peu une légende. C'était, pour l'Australien, Sola était vraiment une très grande boîte australienne qui marche bien. Donc ce gars-là, et il refuse. Il refuse. Alors coup de téléphone de Nguyen à Cherrier, le patron de l'Asie. Coup de téléphone de Cherrier à Fontanet un quart d'heure après. Je dis on achète tout de suite. Coup de fil à froid. Écoute, à froid, ça va nous coûter 30 millions. Xavier, pas de problème, c'est dans nos marges de manœuvre. On achète la boîte dans les 2 heures qui suivent le nom. Alors ça, c'est l'erreur monstrueuse qu'a fait Soya, puisqu'on est arrivé à ce moment-là, et on a refait en Australie le coup qu'on avait fait aux US. Et là, on a vraiment foutu Sola au tapis. Et Zeiss, qui avait acheté Sola quand on a conquis les US, avait une boîte qui ne tenait pas, ça l'a épuisé, donc ça nous a aidé à le cogner aussi en Europe. Oui, la stratégie, donc c'est fait de... Alors, si vous voulez, tout ce bouquin, c'est pour vous aider à rentrer dans cette logique, comprendre tous ces mécanismes d'action et de réaction. Une action n'est bonne qu'une fois qu'on a enregistré la réaction qu'on a provoquée, qui est toujours en sens inverse. On ne peut jamais juger une action tout de suite. Il faut attendre la réaction. Vous voyez ? Dernier mot, Luxottica, c'était après votre départ. Après mon départ, hein, donc c'est mon successeur. Alors, donc je suis pas du tout, c'est pas moi qui ai fait ça. Alors évidemment, l'entreprise marche très bien. C'est une idée qui est quand même extrêmement forte. Hein. Et donc moi, c'était pas du tout dans mon temps. Alors, si vous voulez, la raison est qu'est-ce qui se passe ? Vous avez compris que là maintenant, la CAPI doit être à 150 milliards. Hein. Alors que moi, j'avais connu Essilor à 15 millions et quand j'étais rentré à 200. Hein. Donc, entre 200 et 150 milliards, vous voyez, ça fait multiplication par 300. Bon, vous voyez le truc. Hein. Alors, l'une des raisons, on avait les mêmes projets. Et vous le verrez dans le livre. En fait, moi, j'étais obsédé par les verres informatiques. Alors, ça va me permettre de faire un gros débat. Quand vous faites de la concurrence, il y a 2 types de concurrence très différentes. Il y a les concurrences entre métiers et les concurrences dans le métier. Hein. La concurrence entre métiers, c'est la voiture qui est en concurrence avec le train et en concurrence avec les avions. Hein. Ce sont des marchés qui vont se lutter entre eux. C'est la destruction créatrice, hein, si on veut. Et vous avez la concurrence dans le métier. Ben, dans le métier, c'est la concurrence entre Toyota, Tesla, Stellantis et tout ça. Vous avez vu ? Alors, la concurrence entre métiers définit la taille des marchés et leur croissance. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut très bien comprendre l'environnement. Et la concurrence dans le métier, c'est ça qui définit en gros la part de marché. Si vous gagnez ou vous perdez. Vous voyez ? Donc pour bien juger une entreprise, il faut être extrêmement clair sur les substitutions positives ou négatives de votre métier et les parts de marché dans votre métier bien définies. C'est uniquement que vous avez ça. Vous voyez ? Alors je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. On était sur Luxottica. Alors en fait, vous avez compris que moi, Essilor, on est sorti des montures parce qu'à l'époque, Luxottica était très fort. Et alors, moi, j'avais donc l'idée du verre informatif parce que Essilor, on a lutté contre les verres de contact. Et les verres de contact, c'était un danger très grave pour nous. Et qu'est-ce qu'on a fait pour lutter contre les verres de contact ? On a affiné les verres. Et donc, l'objectif qu'on s'est donné, c'est des montures qui pèsent 12 grammes. Des montures tellement légères que vous ne savez même pas que vous les portez. Et on s'est battu en montrant que des verres ophtalmiques, on a amélioré les designs. Vous avez des images bien meilleures qu'avec un verre de contact. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les femmes, en fait, ont des verres de contact et des montures. Quand elles sont au boulot, elles ont des montures.
pour bien voir. Et quand on sort, on met les verres de contact. Alors que je préfère des femmes qui ont des lunettes. Hein, d'accord ? J'ai toujours vendu l'esthétique des lunettes. Voilà, bon. Et des femmes, c'est une preuve d'intelligence, la lunette. Hein, donc, voilà. Oui, donc j'ai toujours joué. J'ai défendu les lunettes toujours pour défendre les verres. On a eu l'autre attaque qui était on a eu les implants intraoculaires et le laser excimaire. Ça, c'était une attaque terrible aux États-Unis. Plus de lunettes. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que les verres quand vous avez un excimaire, en fait, ça rapproche la presbytie. Quand vous êtes myope, votre presbytie est tard. Quand vous devenez hémétrope, vous êtes... Et donc, finalement, le laser excimaire, on a expliqué que ce n'était pas mauvais pour nous et non progressif. Hein. Et puis, alors, moi, j'étais dans les verres informatifs parce que j'étais convaincu depuis très, très longtemps qu'on pourrait mettre des écrans dans les verres. Et alors, on avait acheté des verres, des brevets absolument extraordinaires. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez une micro-caméra dans le bord du verre. Vous mettez un prisme au centre du verre. Vous avez un composant très, très compliqué optique que vous mettez entre la caméra et le prisme du verre. Et vous avez une image holographique. Et alors, de très, très grande qualité parce que vous la mettez dans un verre correcteur. Donc, vous allez voir les Ray-Ban Meta qui sortent maintenant. Ils ont des écrans. Donc, vous pouvez allumer la lunette. Alors, vous connaissez tous les Ray-Ban Meta. Hein. Vous savez que vous prenez prendre des photos, elle vous améliore le son, on peut téléphoner, on a accès à l'intelligence artificielle, on peut traduire. Si par exemple vous êtes américain que je ne parle pas anglais, je prends mon smartphone, je mets la langue, vous parlez, je vous comprends. Ça, vous l'avez déjà pour 318 €, hein, sans les verres correcteurs. Mais là, vous allez avoir un truc phénoménal qui va arriver, ce sera 800 €, hein, mais là, vous avez un écran. Et donc, l'écran, vous le regardez, et la personne en face ne sait même pas que vous regardez. Voyez, et vous l'aurez avec une définition parfaite, puisque c'est sur un verre correcteur. Alors ça, évidemment, c'est une explosion. La raison de la CAPI est évidemment... Alors, moi, j'étais obsédé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la fusion ? C'est qu'effectivement, c'est les Italiens qui ont la majorité. Bon, la raison est très simple, c'est que c'est les droits de succession. Et si Laure contrôlait la maison quand je travaillais au BCG, mais... il y a eu 2 générations qui ont décédé avec leurs actions. Et vous avez du 45% de droits de succession. Donc on est passé de 80 à 20% de contrôle, alors que les Italiens, M. Del Vecchio a vécu 100 ans, et donc il n'y a pas eu de succession. Et donc voilà, c'est tout. Donc l'histoire, c'est fondamentalement, il faut retenir une histoire simple, c'est que, en fait, c'est le droit de succession. Il faut les mettre à zéro. Hein. Ou pour les entreprises, pacte Dutreil. Pour l'action d'un salarié aussi, vous voyez. Et si on commence un tout petit peu à réfléchir un peu au long terme. Et donc, cette boîte, alors moi, je leur dis, parce qu'ils s'intéressent aux vieux schnock, ce sont les Italiens, c'est Milan en fait, hein, c'est pas l'Italie. Donc c'est des génies, hein, ils sont excellents. Hein. Et moi, je leur dis, écoutez, moi je suis plus dans le truc, je suis un vieux schnock, je dis des conneries. Mais je leur ai dit, vous savez, je vais vous dire ce que De Gaulle disait à ses ministres, vous représentez plus que vous-même. Et vous avez avec cette boîte, et c'est l'Oruxotica, une magnifique boîte franco-italienne. De même qu'Airbus est devenu leader mondial parce que vous avez le génie allemand et le génie français. Là, vous avez le génie italien et le génie français. Faites-nous un leader mondial. Donc, vous représentez plus que vous-même. D'accord ? Voilà. Donc, j'essaye de mon côté vieux stock. Et ça, c'est des trucs qu'ils comprennent. Oui. Excellent, excellent, excellent. Voilà. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Merci, Xavier Fontanet. Voilà. Alors, il y a plein de personnes qui comptent ici beaucoup. Évidemment, mon équipe, sans laquelle on ne serait pas là et sans laquelle on ne pourrait pas organiser ça. En premier lieu, Delphine Philippe, qui fait semblant, comme si je n'allais pas la nommer. Ouais, vous pouvez l'applaudir, merci. Qui est responsable du club d'Elleville. Voilà, à qui je n'ai pas donné la parole là aujourd'hui. Hein. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Et puis, il y a une question au premier rang, là, Fabrice Nindy. Si, sur les nénuphars, qui est une question. Alors Fabrice, c'est grâce à Fabrice que nous sommes rencontrés avec Xavier. Vous pouvez applaudir Fabrice. Et je te remercie Fabrice. Et Fabrice Nindy, c'est lui qui nous organise toute la chronique radio classique tous les vendredis matins à 7h29 très précisément. Et Fabrice, c'est BFM. Ex-BFM, on s'est rencontrés par BFM. Donc oui, le hasard encore. Hein. Exactement. C'est les enfants d'Alain Veil qui étaient HSC, d'où la demande. D'où la rencontre. Vous voyez l'importance des rencontres. Hein. Donc si vous avez besoin... Quand vous avez compris ça, je pense que vous voyez mieux le monde. Hein. Si vous avez besoin de communiquer, vous savez où le trouver. Fabrice, au premier rang. Alors je te donne...
C'est bon, merci Delphine. Oui, félicitations Patrick pour l'organisation de ce club Delville. Merci en tout cas pour la précision et la richesse de vos propos, Xavier Fontanet. Une question, on imagine Xavier Fontanet, Premier ministre, un jour. C'est quoi la première leçon de stratégie que vous appliquez face au bordel ambiant? Voilà, je vais parler totalement cash. Écoutez, je réponds à la chose suivante, c'est que j'ai assisté à 3 réformes fondamentales pendant mes années ici lors. Il y a eu la réforme de Nouvelle-Zélande avec Roger Douglas. Le deuxième, c'était Chrétien au Canada. Et le troisième, c'est Schröder. Alors, il y a eu un mécanisme fondamental que tous les gens ont compris, c'est qu'on n'a plus d'argent. Donc le concept de on n'a plus d'argent, on va faire faillite, ils ont réussi à le faire passer à la population grâce aux médias. J'ai vu ça de près en Allemagne. Le groupe Bertelsmann, à un moment donné, a dit les choses sont graves. Il va falloir qu'on explique aux Allemands qu'il n'y a plus de sous. Et donc Bertelsmann a permis des émissions de télévision de fond dans lesquelles le présentateur ne cherche pas à se mettre en avant en cognant le politique et cherche avant tout à ce que le politique explique les choses de fond. Et Bertelsmann a organisé des visites dans toute l'Allemagne où Hartz et Schröder ont pu expliquer le mécanisme. Donc la première idée, c'est que on a un problème de fric et que quand ça va mal, moi j'ai vécu l'Australie, j'ai vécu l'Argentine, si vous voulez, ils ont baissé les salaires et les retraites de 30%, comme ça. C'est la seule façon d'y arriver. Si on a le temps, je vous expliquerai que si jamais il y a une crise financière, on baissera les retraites et tous les salaires des fonctionnaires de 30%. Vous comprendrez tout de suite le raisonnement. Et donc, ils ont expliqué que c'était grave et ils ont été compris. Et donc là, les médias ont été très importants parce qu'ils ont mis la solidité des choses. Il y a ça. Et ensuite, la deuxième idée fondamentale, c'est autour du travail. C'est que je pense que le problème dramatique qu'on a eu, c'est que la gauche, alors la première erreur, c'est Giscard. Giscard a mis en avance Keynes, parce que Giscard était séduit par Stoléru, que vous connaissez peut-être. Donc Stoléru était en fait un disciple de Keynes, et il a mis l'état d'équation pour montrer que la dépense publique stimule l'économie. Et on est passé d'une logique de Rueff, ça vous dit un truc Rueff, De Gaulle et Pompidou, et Rueff disait équilibre financier, une sphère publique qui ne dépasse pas 30. Et donc on a eu sous la 4e République, la dette descendait. Et la dette a commencé à monter sous Giscard. Et ensuite, Mitterrand évidemment était ravi d'avoir l'histoire de la dépense publique qui stimule, parce que lui il faisait des budgets qui faisaient bon. Et alors, donc la première erreur à mon avis c'est quand même sous Giscard, il faut dire les choses. La deuxième erreur évidemment c'est le temps libre. C'est le concept Martine Aubry. Alors c'est Strauss-Kahn au départ qui a eu l'idée, Martine Aubry qui l'a développé, Jospin. C'est quand vous prenez du temps libre, vous donnez du boulot aux autres. Donc quand vous prenez du temps libre avec une retraite plutôt, alors la retraite à 60 ans alors qu'elle était à 65, par répartition, ça a été monstrueux. Alors si vous faites un calcul très simple, aujourd'hui, vous savez les déficits de la retraite ? Non, c'est 70 milliards. Alors, on vous a raconté que des conneries depuis très longtemps. Le corps n'a pas fait son boulot. Moscovici et le Cour des comptes, le vrai déficit de la retraite, c'est 70 milliards. Les 150 milliards d'État, c'est 30 milliards sur la santé, 70 sur la retraite et 50 milliards sur le régalien. Et donc, la retraite, c'est 70 milliards parce qu'il y a 45 milliards qu'on fait passer pour des cotisations qui sont des subventions, en fait. Et donc, il y a une tricherie dans les comptes. Et le maire aurait dû démissionner. Il n'aurait pas dû dire « j'ai fait une lettre à Macron ». Il devait démissionner si vraiment c'était un homme d'État. Bon. Alors, je me lâche un tout petit peu parce qu'on est à la fin. Mais le problème, c'est qu'il faut bien diagnostiquer pour prendre les bonnes décisions. Et alors, donc, c'est le temps libre. Et on voit que ça ne marche pas. Alors, le temps libre, il y a un double effet qui est très grave, c'est que ça vous pousse à prendre des retraites trop tôt. Et à ce moment-là, donc, le déficit des retraites. Et puis, ça vous pousse à moins travailler. Mais quand vous travaillez moins, c'est comme une usine magnifique qui n'est pas chargée parce qu'on ne trouve pas les personnes pour travailler. Les 35 heures, si vous voulez, faites le calcul vous-même. Vous faites
vous faites 5 heures par rapport à 40, vous multipliez par 29 millions d'employés, vous multipliez par 47 semaines, vous allez voir, c'est en haut de 200 milliards. Ben, quand vous enlevez 200 milliards de PIB, c'est 100 milliards de recettes qui tombent. Bon. Quand la retraite, vous avez 70 milliards, comment est-ce qu'on gagne la retraite? On ne vous a jamais expliqué, mais la retraite, si vous décalez d'un an la retraite, vous cotisez un an de plus et vous payez un an de moins. Alors, en gros, c'est 400 milliards qu'on verse tous les ans sur 25 ans. Donc, on économise 25, en gros 15-20 milliards dès que on économise. Et puis, vous cotisez 10 milliards de plus. C'est 30 milliards par an quand vous décalez d'un an. Donc, dès que vous décalez de 3 ans, 64 à 67, vous équilibrez. Voyez ? Et donc, quand vous remettez ensuite le travail, ben vous avez plus de PIB, vous rééquilibrez les comptes. Donc, le vrai sujet, si vous faites travailler tout le monde, comme l'Europe, 40 heures par semaine, retraite à 67 comme tout le monde, d'un seul coup, vous mettez les comptes à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme idée? C'est aller chercher le fric. Mais alors, la troisième chose qu'ont expliqué tous les chefs d'État, c'est que les entreprises qui donnent le boulot, ce n'est pas l'État. C'est là où l'histoire de Keynes est très dangereuse. Keynes fait croire que c'est l'État qui donne du fric. Non, non, c'est l'entreprise. Et quand l'État est trop lourd, il freine, parce que c'est le jockey et le cheval. Le jockey État, vous savez qu'en France, 57% du PIB, c'est l'État. Le cheval, c'est 43%. Donc vous avez un jockey qui est 57%, il est 30% plus lourd. Quand vous êtes en Allemagne, c'est 44%. Le jockey. Le privé, c'est 56%. 44 sur 56, c'est 0,7. Donc le cheval français, le jockey français est 2 fois plus lourd. C'est pas 57 moins 44, c'est 2 fois plus lourd. C'est normal que le cheval s'est épuisé, vous comprenez? Alors à partir du moment où vous faites maigrir, alors c'est pour ça qu'on croit moins vite. La France, si vous voulez, avait le même PIB par tête que la Suisse en 1974. Aujourd'hui, le SMIC à Genève, je ne sais pas si vous savez qu'il est à 5 000 € quand même. Il est à 3 008 après impôt. Donc c'est 3 fois le nôtre. Donc vous vous rendez compte? Et ça c'est quoi? C'est comme le jockey suisse est plus léger, le cheval va plus vite, et ils sont pris un rapport de 1 à 2,5 en PIB par tête. Parce que vous vous rendez compte du truc. Donc il faut évidemment, quand vous commencez à remettre tout le monde au boulot, ben, vous allégez automatiquement la dépense publique, du coup le jockey s'allège et le cheval se remet à courir. Donc il faut remettre le travail en disant le travail, ça permet de vivre vieux. Et alors moi l'idée que j'ai, c'est qu'il ne faut plus parler de travail, il faut aussi travail de métier. Parce que le travail c'est pas bien, le métier c'est beau. Il faut aimer son métier. Vous avez un métier que vous aimez. Pourquoi vous le faites bien? Parce que vous l'aidez. Bon, vos clients le sentent. Vous les aidez à mieux faire leur métier. Vous êtes, ben oui, ben vous êtes un bienfaiteur. Vous êtes un bienfaiteur en fait finalement. Un saint laïque finalement. Hein. Il faut vous donner, il faut que le pape vous donne, vous décore, vous béatifie. On commencerait par ça. Vous avez compris l'idée? Donc voilà l'idée, voilà le genre de discours qu'il faut tenir. Et après, bon, faut être écouté. Bon, mais simplement le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui dise non, c'est pas possible, non c'est. Alors, je vous demandais un coup de main. Je vous demandais un coup de main si ce topo vous a plu. Il se trouve que grâce à Twitter, j'ai fait des tweets assez forts et j'ai été appelé par le Sénat. Et donc, en fait, il y a un groupe de sénateurs, ils sont 120, ils m'ont demandé de faire ce speech. À eux, avec des chiffres, parce que j'ai tous les chiffres. Hein. Et alors, ils ont annulé 2 fois. Alors, si vous connaissez, vous leur dites, écoutez, c'est débile, vous demandez à Fontanet de plancher, d'accord, hein, c'est le petit cadeau que vous me faites hein, en échange, et je leur fais un truc vachement important. Alors, c'est très, très bon maintenant, parce qu'ils vont faire sauter tout le budget va sauter. Par contre, il faut leur donner des raisons intellectuelles profondes, vous voyez, pour aller au-dessus. Et voilà. Donc, vous allez nous organiser ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent des sénateurs. Alors, je suis très copain avec la secrétaire du président du Sénat. Enfin, je suis copain par mail. Hein, et la secrétaire du groupe qui m'a invité. Donc, elles sont désolées que les sénateurs aient annulé. Donc, vous allez réécrire tout le monde. Et puis voilà. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. On vous applaudit très fort. On s'arrête là. Il n'y aura qu'une seule question, malheureusement. Qu'une seule question parce que Xavier Fontanet doit nous quitter vers 10h30 et qu'il y a un certain nombre de livres à dédicacer en bas, n'est-ce pas? Ils vont tous repartir avec le livre dédicacé, évidemment. Et Xavier reste avec nous quand même, 3/4 d'heure, donc vous aurez l'occasion de lui poser des questions pendant qu'il écrit. Il sait faire plein de choses en même temps, j'en suis sûr.
Et pendant que vous descendez l'escalier, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre téléphone, voyez-vous. Déjà, regardez si nous sommes connectés sur LinkedIn. Comme ça, vous m'envoyez une invitation. Ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Et en même temps, il y a un post que j'ai posté, moi. Là, vous ne m'avez pas vu, mais il y a un petit doigt derrière. Que j'ai posté pendant qu'on parlait. Et ce post, vous pouvez le liker, le republier, etc. Parce que plus vous likez, plus l'entreprise est visible, plus les clients nous appellent, plus vous, manager de transition, pour ceux qui sont managers de transition, avez des missions. Vous voyez, hein, ça, c'est un cercle vertueux quand même. Faites-le aussi sur Twitter. S'il y en a qui ont des comptes Twitter, mettez-les parce qu'il y a beaucoup de sénateurs qui sont suiveurs sous des noms masqués. Donc si vous faites un truc très fort sur Twitter, ça reviendra au secrétaire dont je vous parlais. Merci beaucoup. Merci.